Tout au long de la session, nous apprendrons comment fonctionnent les systèmes d'exploitation. Mais avant d'approfondir nos connaissances de Linux et Windows, de deux plus fascinants des systèmes d'exploitation, nous allons définir ce qu'est un système d'exploitation et en voir les composants. Dans notre tuto, on va traiter qu'est-ce qu'un système d'exploitation, l'organisation d'un système d'exploitation et les grands systèmes d'exploitation Unix et Linux. Commençons de savoir qu'est-ce qu'un système d'exploitation. Un système d'exploitation est un programme logiciel qui joue un rôle d'interface entre le matériel et l'utilisateur. Un système d'exploitation permet de présenter une machine virtuelle, c'est-à-dire de travailler avec un outil moderne qui offre une abstraction simple au niveau des entrées-sorties, de l'utilisation de la mémoire, de la gestion des fichiers, de la protection et du contrôle des erreurs et de l'interaction des programmes entre eux et de leur contrôle, et de partager des ressources. Le partage de ressources il se fait entre les programmes, appelés plus justement le processus. Ce rôle de policier du système d'exploitation permet d'éviter les conflits d'utilisation de la mémoire, des périphériques d'entrée-sortie et des interfaces réseau. Passons maintenant à l'organisation d'un système d'exploitation. Le système d'exploitation est le programme fondamental des logiciels système. D'abord, il contrôle les ressources de l'ordinateur et fournit la base essentielle sur laquelle sont échafaudés les logiciels d'application. Le système d'exploitation opère sur un ordinateur consistant d'un ou plusieurs processeurs, d'une mémoire principale, d'horloges, de disques, de périphériques d'entrée-sortie, d'interfaces de connexion et des réseaux. Le noyau, en anglais kernel, représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales et des fonctionnalités de communication. Le deuxième élément, c'est l'interrupteur de commande, shell, permettant la communication avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commande. Passons maintenant à les grands systèmes d'exploitation. Il s'agit de plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows, Mac OS, mais dans notre tuto, on va traiter seulement Unix et Linux. Et la naissance de Linux est un descendant du Unix. Le système Unix est un système d'exploitation multi-utilisateur, multitâche, ce qui signifie qu'il permet à un ordinateur mono ou multiprocesseur de faire exécuter simultanément plusieurs programmes par un ou plusieurs utilisateurs. Unix est l'ancêtre de bien des systèmes d'exploitation, notamment Linux. On notera BSD. La collection de logiciels de Berkeley, ou BSD, est un système d'exploitation dérivé du Unix et originaire de l'Université de Californie à Berkeley. Les systèmes BSD sont généralement conçus pour être utilisés sur des serveurs, mais il existe quelques variantes spécifiquement destinées aux ordinateurs personnels. Ils sont réputés pour leur organisation et leur performance. Dans leur domaine de prédilection, la fiabilité tant que serveur pour FreeBSD. FreeBSD est un système d'exploitation unique, libre. Il signifie que le logiciel peut être utilisé gratuitement, même pour un usage commercial, que les sources complètes sont disponibles et utilisables avec un minimum de restrictions quant à leur usage, leur distribution et leur incorporation dans un autre projet, commercial ou non. Et enfin, que n'importe qui est libre de soumettre son code source pour enlever un bug ou améliorer le logiciel, ce code étant incorporé aux sources après accord. L'objectif du projet FreeBSD est de fournir un système qui puisse servir à tout avec le moins de restrictions possible. La portabilité pour NetBSD. NetBSD est un système d'exploitation libre de type Unix, BSD. Et la sécurité pour OpenBSD. Le projet OpenBSD est réputé pour intransigeance sur la liberté du logiciel et du code source, la qualité de sa documentation et l'importance accordée à la sécurité et la cryptographie intégrée.
Voyons maintenant le système d'exploitation Linux qui est open source reposant sur un noyau Linux entouré d'une multitude de logiciels sélectionnés et intégrés pour former un tout cohérent. Voyons maintenant cette architecture logicielle d'une distribution. D'abord, une distribution est un ensemble cohérent de logiciels, la plupart étant des logiciels libres, assemblés autour du noyau Linux. Voyons ici ce noyau Linux qui est entouré de programmes commerciaux, logiciels libres, programmes spécifiques, etc. Ce qui fait l'intérêt d'une distribution est l'exploitation du concept de couche d'abstraction matérielle, comme on peut le voir sur le schéma des parties qui composent la distribution sont distinctes. On peut donc par exemple changer le noyau sans changer les logiciels et donc porter plus facilement la distribution sur une autre architecture matérielle. Notre sommaire est composé d'une définition de Fedora, les versions, la définition du logo de Fedora, les objectifs de Fedora et finalement l'installation et la configuration du Fedora. Fedora est un système d'exploitation libre et une distribution GNU Linux communautaire, développée par le projet Fedora. Le terme projet Fedora désigne l'ensemble de la communauté et de ses activités liées au développement de la distribution Linux, Fedora, ainsi qu'une variété d'autres projets. Ce projet est le résultat de la fusion de la communauté Red Hat Linux et des anciens projets Fedora Linux de septembre 2003 et est officiellement sponsorisé par Red Hat. Red Hat est une société multinationale d'origine américaine éditant des distributions GNU Linux, qui lui fournit des développeurs ainsi que des moyens financiers et logistiques. Fedora est prompte à inclure des nouveautés et peut être considérée comme une vitrine technologique pour le monde du logiciel libre, auquel elle contribue largement via les projets amont tels que le noyau Linux, GNOME. GNOME est un environnement du bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre. Cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type Unix. Tous les 6 mois, une nouvelle version sort. On a les 3 dernières versions. On a Fedora 32 est sorti le 28 avril 2020. Fedora 33 est sorti le 27 octobre 2020. Fedora 34 est prévu pour le 20 avril 2021. Les principales nouveautés seront GNOME 40.0, noyau Linux et version supérieure à 5.10. Le logo de Fedora est composé de plusieurs éléments, organisés comme suit. Dans Fedora, le symbole de l'infini fait référence à la liberté perpétuelle et immuable du système d'exploitation et des logiciels qui le composent. Le F est à la fois le F de Fedora, ainsi que le F de Freedom, qui signifie liberté en anglais. Enfin, le dernier élément est une bulle, symbolisant la voix de la communauté. Un changement de logo est prévu prochainement, 2021 environ. Les objectifs de Fedora. Fedora sert de plateforme de développement et de travail aux contributeurs qui souhaitent améliorer le système d'exploitation. Fedora ne veut être une vitrine technologique démontrant que les objectifs de Fedora sont réalisables, construire un système d'exploitation généraliste uniquement avec des logiciels et technologies libres et non brevetées. Fedora sert d'incubateur pour les technologies libres en cours de développement. Fedora est un point de rassemblement pour sa communauté. La virtualisation permet sur un même PC de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation. En concurrence, le système d'exploitation principal fait tourner par le biais d'une application servant au partage des ressources et à l'émulation d'un PC à un autre système d'exploitation. L'une de ces applications est VirtualBox.
Une fois que VirtualBox est téléchargé et installé, nous procédons à son exécution pour créer la machine virtuelle de Fedora 33. Nous disposons des options suivantes. Allez au menu Machine. Allez au menu Machine, Nouveau, utilisez la combinaison de touches CTRL-N. Cliquez sur l'icône Nouveau situé en haut de VirtualBox. La fenêtre suivante s'affiche dans laquelle nous allons entrer le nom souhaité, dans ce cas Fedora 33. Et VirtualBox identifie automatiquement le type et la version du système à utiliser. Cliquez sur le bouton suivant. Dans votre navigateur, vous cliquez sur Fedora. Cliquez sur le site principal de Fedora. Voilà, le site Fedora 33 est disponible. Il y a ici Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Low. Quelques informations sur ces. Nous sommes intéressés sur Fedora Workstation. Vous cliquez sur En savoir plus. On va cliquer sur Télécharger maintenant. Si vous ne savez pas comment utiliser ces fichiers, vous pouvez cliquer sur Découvrir. Il y a ici quelques informations pour utiliser ces fichiers. Vous cliquez sur Téléchargement de Fedora 33 x86 DVD ISO. Puis définissez la quantité de RAM à implémenter dans la machine virtuelle. Par défaut, il s'agit de 1024, mais nous pouvons entrer la nouvelle valeur avec le curseur. En cliquant sur Suivant, il sera maintenant nécessaire de spécifier le disque dur à utiliser. Il existe des options telles que ne peut pas ajouter de disque dur virtuel. Cette option permet d'ajouter le disque dur ultérieurement. Créer un disque dur virtuel maintenant, c'est l'option par défaut et vous permet de spécifier le type et la taille du disque. Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant, cette option vous permet de sélectionner un disque dur avec la configuration de Fedora 33 déjà établie. Vous choisissez Créer un disque dur virtuel maintenant et cliquez sur Créer. Cliquez sur le bouton Créer pour gérer le disque, puis définissez le type de disque dur à créer. Cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous devons définir les conditions de stockage du disque, où nous pouvons sélectionner Réserver dynamiquement. Cette option permet de remplir le disque dur au fur et à mesure que des informations sont ajoutées. Taille fixe, comme son nom l'indique, établit une taille unique pour le disque virtuel. Si nous voulons configurer cette machine, on peut cliquer sur Démarrer pour démarrer la machine virtuelle. Il sera nécessaire de sélectionner l'image ISO de Fedora 33 que nous avons téléchargée. Mais on va accéder à la section de configuration et on va définir de nouveaux paramètres pour la mémoire et la CPU et les disques, etc. Cliquez sur la configuration. Cliquez sur Stockage. Vide. Après, vous choisissez le fil qu'on a téléchargé de Fedora. Cliquez sur Ouvrir. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK et vous devrez redémarrer la machine. Cliquez sur Démarrer. Une fois sélectionné, la fenêtre suivante apparaîtra. On clique sur l'option Installer sur le disque dur pour effectuer l'installation locale. Si nous sélectionnons l'installation de Fedora 33, nous serons redirigés vers la fenêtre suivante dans laquelle on définira la langue de l'installation.
Vous choisirez la langue que vous devrez installer votre machine. Vous cliquez sur l'installation destination. Pour sélectionner les disques durs sur laquelle Fedora 33 doit être installé. Vous pouvez choisir l'option automatique pour que le système distribue l'intégralité du disque ou activer la case personnalité dans laquelle nous devrons définir chaque partition et chaque point de montage utilisé dans Fedora 33. Après, vous cliquez sur commencer l'installation. Une fois que nous avons démarré la session, l'assistant suivant sera affiché où nous pourrons définir l'utilisateur et le mot de passe. Vous choisissez le mot de passe que vous voulez et aussi l'utilisateur. Voyons maintenant une autre distribution Linux appelée Ubuntu. Donc voilà le sommaire. On va voir la définition de cette distribution, le logo, les éditions, les objectifs d'Ubuntu, environnement de bureau, mise à jour et finalement installation et configuration. Cette distribution Ubuntu est basée sur la distribution Linux du bien. Il est développé, commercialisé et maintenu pour les ordinateurs individuels, les serveurs et les objets connectés. Ce projet open source a été développé par l'entrepreneur sud-africain Mark Shuttleworth et publié en octobre 2004. Il avait le souhait de développer un système d'exploitation qui puisse être à la disposition du plus grand nombre. C'est sur ce concept que se base la philosophie du paquet de logiciels. Parlons un petit peu sur le logo de cette distribution Ubuntu qui capture les qualités précises et fiables de la marque dans un symbole et un mot symbole simple. Il est composé d'une police personnalisée, soigneusement espacée avec un cercle d'amis redessiné placé dans une cocarde. Une utilisation cohérente du logo Ubuntu est essentielle pour créer une identité de marque unie. Ce logo principal est fourni comme illustration et ne doit en aucun cas être modifié, déformé ou recréé. Aussi, ce symbole graphique conçu qui représente la liberté, la collaboration, la précision et la fiabilité. Passons maintenant pour voir un aperçu des différentes éditions qui sont proposées par la société Canonical bien sûr et qui sont différentes et adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs. Commençons par Ubuntu Desktop. Cette version par défaut est du dérivé du bien, dont les fonctionnalités sont décrites dans ce guide. Donc, si vous choisissez la version desktop, c'est-à-dire bureau, après l'installation, vous aurez l'interface Unity et diverses applications prêtes à s'installer comme Firefox, LibreOffice, etc. Ce qui rendra plus facile le travail avec votre domestique. Voyons par la suite Ubuntu Server, qui est un logiciel standard particulièrement économique en ressources et qui ne dépose par exemple que d'une interface en ligne de commande classique au lieu de l'interface graphique Unity. Et après l'installation, utilisez-le pour charger le logiciel requis pour votre environnement serveur. Pour cela, il existe aussi des packages complets prêts à l'emploi, comme pour LAMP, OpenSSH ou pour les serveurs email. Et finalement, il y a Ubuntu Cloud. Si vous optez pour Ubuntu Cloud, vous devriez alors envisager d'utiliser la distribution Linux pour gérer un cloud OpenStack. Voyons maintenant parmi les objectifs ou bien les qualités de cette distribution Ubuntu. Ubuntu est convivial, libre et gratuit pour tous, car il y a plusieurs avantages qui pourraient inciter à la migration depuis un système d'exploitation commercial type Windows ou Mac vers Ubuntu. Nous avons choisi de présenter cette distribution car en plus d'être la plus populaire du moment, elle est extrêmement simple d'emploi et mérite ses lettres de noblesse, ce qui est loin d'être le
lot de toutes les distributions Linux. Bien sûr, cette distribution est gratuite pour les particuliers ou les entreprises. Il n'y a donc pas de licence à payer comme pour Mac ou Windows. Il dispose d'une interface graphique esthétique GNOME par défaut, KDE, XFCE, tout aussi intuitive que celle des autres payants. Elle est simple à installer et prêt à l'emploi. Le temps d'adaptation pour pouvoir l'exploiter est très court, ainsi l'utilisateur retrouve des habitudes de travail, menu déroulant, ajout, suppression, etc. Et il est rapidement opérationnel. Enfin, tout un package de logiciels libres est prêt à installer. Parlons maintenant sur les environnements de bureau qui sont également différents par les logiciels de base qui les utilisent, ainsi pour parcourir ces fichiers. Unity et GNOME utilisent Nautilus, tandis que KDE se sert de Conqueror. Or, il s'agit là de deux logiciels très différents. Nautilus sert uniquement à parcourir ces fichiers, alors que Conqueror est également de navigateur Internet de KDE. Cela illustre les philosophies différentes de divers environnements de bureau. GNOME privilégie l'utilisation de programmes spécialisés qui ne font qu'une seule chose. KDE préfère les logiciels coûteux suisses qui peuvent faire de nombreuses choses. Conqueror, en plus de servir l'explorateur et navigateur Internet, peut diffuser de la musique, servir de bloc-notes, etc. Alors que GNOME possède une application pour chacune de ces actions. Donc, qu'est-ce qu'on peut entretenir qu'Ubuntu et pourquoi faire? D'abord, Ubuntu ne manipule pas les mêmes types de fichiers que Windows, c'est-à-dire il gère différemment le disque dur. Pour commencer, il n'y a jamais besoin de défragmenter ces fichiers. Il n'y a d'ailleurs aucune application dédiée à cette tâche sur Ubuntu, puisque les fichiers d'Ubuntu ne se fragmentent pas. De même, il s'agit d'oublier les suites de logiciels antivirus coûteuses. En effet, on navigue sur Internet sans antivirus. Comment est-ce possible? En effet, l'architecture de Linux a été pensée de façon à ce que l'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Il s'agit des permissions. Un virus qui a pour but de détruire des fichiers sensibles ou de se multiplier à l'infini n'aura pas la permission d'Ubuntu pour faire cela et donc sera inoffensif. Concernant les mises à jour qui sont classées par degré d'importance, sitôt qu'il est connecté à Internet ou à un support matériel, CD ou clé USB, etc. Ubuntu recherche les mises à jour qui le concernent et propose à l'utilisateur de les télécharger et de les installer. Après l'accord de l'utilisateur, il s'occupe de l'installation et du téléchargement.
Voyons maintenant une autre distribution GNU Linux Debian, dans laquelle on va voir la définition et ses caractéristiques et critiques, du côté orientation et utilisation et côté sécurité. Debian est une organisation communautaire et démocratique dont le but est le développement de systèmes d'exploitation basés exclusivement sur des logiciels libres. Parlons maintenant des caractéristiques et des critiques de la distribution Debian. Pour l'orientation et l'utilisation, cette distribution s'étend à l'origine principalement développée autour de son utilisation sur des serveurs. Il est donc particulièrement adapté à ce rôle. Par exemple, il distingue toujours l'administrateur système de l'utilisateur si un mot de passe-route est rentré lors de l'installation. Cependant, d'autres industries l'ont utilisé comme alternative. Mais le but a toujours été d'obtenir un système universel, c'est-à-dire utilisable aussi bien sur un serveur que sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, voire un smartphone. Pour le côté de la sécurité, d'une manière générale, la sécurité est réputée être un point fort de Debian. La politique de sécurité est de toujours afficher les faits découverts. Une équipe spécialisée dans la sécurité de l'ensemble des logiciels proposés sur Debian est d'ailleurs une référence dans ce domaine et participe activement au comité. Tandis que Ubuntu est la distribution Linux la plus populaire, Fedora est le quatrième plus populaire. Fedora est basé sur Red Hat Linux et Ubuntu sur Debian. Les fichiers binaires logiciels pour ces deux distributions sont donc incompatibles. Les deux distributions publient une nouvelle version tous les 6 mois, mais leur modèle de support à long terme différent. Ubuntu offre un support pendant 18 mois après la publication d'une version et publie également des versions LTC ou support à long terme. Tous les 2 ans, prise en charge pendant 5 années. Fedora en revanche offre une période d'assistance plus courte de 13 mois. 13 mois seulement. Cela favorise la promotion de logiciels de pointe car il libère les développeurs de Fedora de certaines contraintes de compatibilité ascendantes, mais fait également de Fedora un mauvais choix pour le développement de produits, systèmes intégrés par exemple, ou les serveurs web. Il existe d'autres différences entre Ubuntu et Fedora, telles que les applications groupées, l'environnement de bureau et la taille de la distribution. Passons maintenant pour voir la différence entre Debian et Ubuntu qui se manifeste premièrement dans la mise à jour. C'est-à-dire Ubuntu propose les versions les plus récentes des logiciels et permet l'accès à des applications relativement jeunes, donc vous aurez toujours les dernières nouveautés disponibles. Par contre, sur Debian, il faudra être un peu plus patient jusqu'à 2 ans de retard, donc vous aurez des applications stables mais qui ne sont pas forcément les dernières versions. Deuxièmement, la stabilité. Pour Debian, il est donc une distribution très stable de par son mode de fonctionnement. Il ne contient que des paquets éprouvés passés par 2 ou 3 autres distributions de test avant d'être ajoutés dans la version stable. Le nombre d'erreurs est donc très limité. Chez Ubuntu, il faut s'attendre à quelques bugs par moment suivant les applications utilisées. En général, cela fonctionne assez bien, mais à l'occasion d'une mise à jour importante, il est possible de rencontrer quelques problèmes. Troisièmement, au niveau de l'organisation, Debian est géré par un groupe collaboratif formé de développeurs à travers le monde. Ce groupe fonctionne par des élections et les lignes directrices sont données par les responsables élus. Pour la distribution Ubuntu, il est géré par une société et donc pour n'importe quel éditeur de logiciel, les nouveautés dépendent uniquement de ses dirigeants. Et finalement, pour l'utilisation, parlons sur Debian qui est une distribution comme les autres. Il est disponible en version de bureau avec une interface graphique GNOME par défaut ou sans pour les serveurs. De par sa grande stabilité, Debian est une distribution largement privilégiée pour les environnements de production et majoritairement installée sur les serveurs de tout type, web, cloud, partage de fichiers, etc. Donc Debian est l'une des distributions les plus populaires du marché. Je n'ai pas trouvé de statistique sur l'utilisation réelle, mais le site Debian est le 4e site de distribution Linux le plus consulté derrière Ubuntu, Linux Mint et Red Hat.
Et pour l'utilisation de la distribution Ubuntu, elle est actuellement la distribution la plus utilisée dans le monde, notamment sur les ordinateurs personnels. Il existe également des versions serveurs sans interface graphique. Ubuntu est donc souvent privilégié sur les matériels très récents ou exotiques, de par sa grande comptabilité et sa base de pilote toujours à jour. Voyons finalement une table qui désigne la différence entre Linux et BSD. Cette différence est que Linux est un noyau, alors que BSD est un système d'exploitation incluant également le noyau dérivé du système d'exploitation Unix. Le noyau Linux est utilisé pour créer une distribution Linux après avoir empilé d'autres composants. Combiner le noyau Linux avec le logiciel GNU et d'autres composants pour obtenir le système d'exploitation Linux. Dans le cas BSD, les concepteurs créent le système d'exploitation complet. Voilà, vous savez maintenant beaucoup d'informations sur le système d'exploitation Linux et tout ce qu'il y avait à savoir sur ses distributions.